La 7e étape, les conclusions. 1. Objectif. Vous avez maintenant tous les éléments en main pour conclure votre recherche. Loin de n'être qu'une simple formalité, la conclusion constitue une étape à part entière de la recherche, on ne peut donc la négliger. Elle vise à répondre à 2 questions. Primo, et surtout, qu'est-ce que cette recherche nous a appris au bout du compte? Secondo, sur quelle perspective pratique ouvre-t-elle? C'est dans une large mesure à partir de la réponse à ces 2 questions que la recherche sera évaluée. En outre, la conclusion vise à préparer le rapport de la recherche. 2. Nouvelles connaissances, enseignements théoriques et méthodologiques. Pour répondre à la première de ces 2 questions, le chercheur s'appuiera principalement sur la dernière étape d'analyse des informations, en particulier sur la comparaison des résultats observés avec les résultats attendus par les hypothèses, mais pas seulement. Les résultats d'une recherche ne se limitent pas à dire si oui ou non, éventuellement dans quelle mesure, les hypothèses sont vérifiées. Comme on y a insisté, les hypothèses ne sont que des fils conducteurs pour faire progresser le processus de recherche de manière organisée vers les meilleures pistes. Si elles ont été correctement utilisées, les enseignements d'une recherche sont généralement bien plus riches et nuancés. C'est donc l'ensemble de ces enseignements qu'il faut maintenant prendre en considération et synthétiser. Le travail de recherche est susceptible d'apporter 3 types d'enseignements, d'abord et surtout de nouvelles connaissances relatives à l'objet d'analyse, ensuite des enseignements théoriques, enfin, dans certains cas, des enseignements d'ordre méthodologique. 2 points à nouvelles connaissances relatives à l'objet d'analyse. Ces nouvelles connaissances portent sur le phénomène étudié en tant que tel comme, pour ne reprendre que quelques exemples abordés plus haut, sur le taux de suicide au sein d'une population, sur l'échec scolaire, sur les rapports de pouvoir dans le travail en réseau, sur les comportements face au risque de contamination par le VIH ou sur la participation à une action collective. Il s'agit ici de mettre en évidence en quoi la recherche a permis de mieux connaître ce phénomène. Ces apports nouveaux ont une double nature. D'une part, ils s'ajoutent aux connaissances antérieures relatives à l'objet d'analyse. Une recherche sur le chômage apporte forcément de nouvelles informations sur ce phénomène. D'autre part, ils nuancent, corrigent et parfois même remettent fondamentalement en question les connaissances antérieures. Tout apport de connaissances en sciences sociales est forcément correctif, dans la mesure où les objets de connaissances, société globale, organisation, culture, groupe, comportement et représentation des acteurs sociaux, etc., font partie d'un environnement dont nous avons toujours une certaine connaissance, fût-elle grossière et spontanée. Tel est très clairement le cas de l'apport de Durkheim sur le suicide. En effet, sa contribution ne se limite pas à fournir des connaissances supplémentaires, statistiques notamment, elle remet en question l'idée du suicide comme phénomène strictement individuel et corrige l'image antérieure de ce phénomène. Les nouvelles connaissances relatives à l'objet sont donc celles que l'on peut mettre en évidence en répondant aux 2 questions suivantes. Qu'est-ce que je sais de plus sur l'objet d'analyse? Qu'est-ce que je sais d'autre sur cet objet? 2.2 Enseignements théoriques. Pour approfondir sa connaissance d'un domaine concret de la vie sociale, le chercheur a défini une problématique et a élaboré un modèle d'analyse composé de concepts et d'hypothèses. Au fil de son travail, non seulement ce domaine concret s'est progressivement dévoilé, mais, en même temps, la pertinence de la problématique et du modèle d'analyse a été mise à l'épreuve. Dès lors, un travail de recherche doit normalement permettre également d'évaluer la problématique et le modèle d'analyse qui l'ont sous-tendu. La possibilité qu'une recherche en sciences sociales conduise à de nouvelles connaissances théoriques est bien entendu liée à la formation théorique et à l'expérience du chercheur. Le chercheur débutant ne doit donc pas trop se faire division sur ce point. Cependant, nous ne nous plaçons pas ici sur le plan des découvertes théoriques inédites et de grand intérêt pour l'ensemble de la communauté scientifique, mais, beaucoup plus simplement, sur celui de la découverte de perspectives théoriques nouvelles du point de vue du chercheur qui a effectué le travail, même si celles-ci sont largement connues par ailleurs. Notre optique reste une optique de formation. Tout chercheur peut en effet progresser lui-même dans sa capacité d'analyser des phénomènes sociaux en évaluant, a posteriori, son propre travail théorique. Cette évaluation prend en général 2 directions complémentaires. La première, en amont du modèle d'analyse, porte sur la pertinence de la problématique. Celle-ci a-t-elle permis de mettre en évidence des facettes peu connues du phénomène étudié? A-t-elle rendu possible l'apport de nouvelles connaissances empiriques d'ordre correctif?
n'a-t-elle pas engagé le travail sur la voie de propositions et d'analyses banales qui ne font que répéter ce qu'on savait déjà? La seconde direction, en aval du modèle d'analyse, porte sur son opérationnalisation. Le modèle a-t-il été construit avec suffisamment de cohérence, de sorte que les analyses aient pu être menées de manière claire et ordonnée? Les hypothèses, les concepts et les indicateurs étaient-ils bien choisis et suffisamment précis? À partir de cet examen critique, des perspectives théoriques nouvelles peuvent être formulées pour des recherches ultérieures. Sur le plan de la problématique, on pourra notamment proposer d'autres points de vue, d'autres questionnements complémentaires dont on a des raisons de croire qu'ils seraient plus éclairants ou qu'ils pourraient convenir pour l'analyse d'une plus large palette de phénomènes. Sur le plan de l'opérationnalisation, on pourra suggérer de revoir la formulation d'une hypothèse, de définir un concept de manière plus précise ou d'affiner certains indicateurs. Les progrès théoriques qui procèdent de cette double évaluation présentent l'avantage d'être construits en référence directe à un travail empirique. Plus cette base empirique est robuste, plus elle leur confère une justification solide. En tout cas, il est indispensable d'indiquer clairement sur quoi se fondent les idées nouvelles qui sont proposées en fin de travail. Il est particulièrement important de distinguer celles qui prennent directement appui sur les enseignements de la recherche de celles qui viennent à l'esprit du chercheur, sans pouvoir être immédiatement reliées à ce travail empirique. 2.3 Enseignements méthodologiques. Au cours de sa recherche, le chercheur aura expérimenté différentes méthodes, il se sera confronté à des difficultés pour recueillir son matériau et pour l'analyser. Il aura pu mieux cerner les avantages et les limites, voire les inconvénients des méthodes utilisées, non en général mais pour un projet tel que le sien. Il n'est pas inutile d'en faire état et de procéder donc à une courte évaluation méthodologique à ce stade final du travail. Pour y parvenir, il a tout intérêt à procéder à ce qu'on appelle l'enquête sur l'enquête, qui a déjà été brièvement évoquée dans la présentation de l'observation directe, limites et problèmes. Celle-ci pourra sans doute s'avérer également fort utile au niveau de l'apport de connaissances sur l'objet de la recherche. C'est pourquoi nous préciserons ici en quoi elle consiste et ce qu'elle apporte. 3. L'enquête sur l'enquête. Au cours des étapes précédentes de votre recherche, vous aurez sans doute constaté certaines réactions de vos interlocuteurs que vous aurez trouvées intéressantes à noter et qui parfois vous auront même carrément surpris. Par exemple, des refus de se laisser interviewer, des réticences à répondre à certaines de vos questions ou à vous laisser accéder à certaines informations. Parfois, vous aurez eu l'impression que certains interlocuteurs avaient des choses à vous cacher, tandis que d'autres insistaient pour que vous les interrogiez et manifestaient un engouement sur certains sujets. Peut-être aurez-vous subi les sarcasmes de membres d'un groupe auquel vous vous adressiez, tandis qu'à un autre moment, vous aurez reçu un soutien inattendu. Au cours d'un entretien, un répondant aura peut-être insisté pour que vous actiez certains propos ou pour que vous ne fassiez pas état de certains autres. À un moment précis, vous aurez peut-être été la cible de pression pour que vous orientiez vos investigations dans certaines directions et renonciez à certaines pistes. Il se peut aussi que vous ayez éprouvé vous-même, parfois, des sentiments, par exemple d'insécurité, de satisfaction, de sympathie ou d'antipathie envers certains interlocuteurs, ou eu des réactions de surprise, d'énervement, de respect excessif pour certaines personnes, auxquelles, à chaud, vous n'aviez pas apporté l'attention voulue, ou que vous aviez des difficultés à appréhender, mais qu'avec le recul vous êtes en mesure de mieux interpréter. Il est temps alors d'y revenir. Ces réactions en sens divers ne sont pas que des aléas de la recherche qui vous facilitent ou vous compliquent la vie. Elles représentent souvent des informations précieuses à deux titres. D'abord, sur le plus méthodologique, elles vous donnent des indications sur les limites de votre travail. Par exemple, si, sur un sujet sensible comme certains abordés dans ce manuel, plusieurs personnes sollicitées par vous pour être interviewées s'esquivent, ou, ayant accepté d'être interviewées, refusent néanmoins de répondre à certaines questions, vous devrez vous interroger sur ce que cela implique concernant la portée et les limites des résultats de vos analyses et sur la validité de votre échantillon. Sans doute aurez-vous réglé ces problèmes au moment même où ils se posaient, par exemple en écartant certaines données ou certains entretiens peu fiables, ou en procédant à des observations ou entretiens supplémentaires pour combler les lacunes. Mais, au moment de tirer les conclusions, disposant d'une vue d'ensemble, il est nécessaire de refaire une dernière fois le point sur ce qui,
dans le déroulement du processus de recherche, est susceptible d'en avoir influencé les orientations ainsi que les résultats, et d'en tirer des enseignements sur la mise en œuvre de votre dispositif méthodologique. Ensuite, ces réactions auxquelles le chercheur a dû faire face en cours de recherche sont souvent révélatrices de phénomènes potentiellement intéressants sur l'objet même de son travail et constituent en elles-mêmes des informations potentiellement précieuses. Par exemple, la gêne, ou parfois, comme nous avons pu le constater occasionnellement, une certaine vantardise manifestée par des répondants face à certaines questions, par exemple relatives au comportement sexuel, est en soi une information sur le rapport de ces répondants à la sexualité, aussi instructive que le contenu explicite de leurs réponses, plus ou moins altéré par des formes diverses d'autocensure. Autre exemple, le refus d'un responsable de service administratif, d'entreprise ou d'association de vous laisser accéder à certains documents ou de vous laisser interviewer certains de leurs subordonnés peut être révélateur d'un type d'exercice du pouvoir utile à percer pour répondre à votre question de recherche. Troisième exemple, en réfléchissant à votre propre attitude spontanément respectueuse face à un interlocuteur en position haute, vous pouvez mieux vous mettre dans la peau des personnes placées sous l'autorité de cette personne et en retirer des enseignements sur votre objet de recherche. La prudence est toutefois ici de mise. Pour éviter de tirer trop vite des conclusions à la légère, le chercheur doit croiser ses interprétations avec d'autres informations retirées de la recherche par les moyens méthodologiques prévus. On appelle enquête sur l'enquête cette méta-analyse, consistant à prendre pour objet le déroulement de l'enquête elle-même, pour tout à la fois mieux cerner la portée et les limites des résultats engrangés, et apporter un surcroît d'enseignement sur l'objet de la recherche et donc sur la réponse apportée à la question de recherche. 4. Perspective pratique. Tout chercheur souhaite que son travail serve à quelque chose. Souvent même, il l'a entamé soit à la demande de tiers, comme c'est le cas pour les 2 applications de la démarche qui seront reprises plus loin. Parfois, le chercheur exerce lui-même des responsabilités dans une institution ou une association où il milite dans un mouvement social et souhaite mieux cerner les tenants et aboutissants de son engagement ou de son propre travail social, économique, culturel ou politique. Il est souvent attendu des recherches en sciences sociales que leurs résultats puissent directement se traduire par des décisions et des actions. Cela n'est possible que lorsque l'étude engagée est de caractère très technique, par exemple dans les études de marché. Mais, en règle générale, les liens entre recherche et action ne sont pas aussi immédiats. Les conclusions d'une recherche en sciences sociales conduisent rarement à des perspectives pratiques claires et indiscutables ou à des applications concrètes, comme ce serait le cas pour des recherches en matière technologique. Il est donc nécessaire que le chercheur et ses éventuels commanditaires modèrent leurs ardeurs et que le premier précise bien les liens entre les perspectives pratiques et les éléments de l'analyse dont elles sont censées s'inspirer. S'agit-il de conséquences pratiques que certains éléments d'analyse impliquent clairement ? Si oui, quels éléments d'analyse et en quoi l'implication est-elle indiscutable ? S'agit-il plus simplement de pistes d'action que les analyses suggèrent, sans les induire de manière automatique et incontestable ? Bref, on ne peut aller au-delà de ce que la recherche suggère sans indiquer très clairement ce changement de registre. Entre l'analyse et la décision pratique, on ne peut notamment contourner la question du jugement moral et de la responsabilité. L'analyse sociologique peut éclairer les processus de fonctionnement et de changement des ensembles sociaux, par exemple des organisations. Mais on ne peut en tirer pour autant des conséquences pratiques sans passer explicitement par la médiation d'un jugement et d'une prise de position d'ordre normatif. Le simple fait de travailler sur des questions humaines et sociales entraîne toutefois un questionnement sur les implications pratiques et sur des enjeux éthiques et normatifs. Analyser les effets d'une politique publique et examiner dans quelle mesure ces effets correspondent aux intentions et déclarations des décideurs, étudier le degré de correspondance entre les paroles et les actes d'acteurs sociaux déterminés, analyser aussi bien les représentations et comportements des puissants que des citoyens de base, s'interroger sur les effets du fonctionnement d'une institution, par exemple une entreprise, une école, un établissement pour personnes âgées ou une prison. Sur la vie de son personnel ou de ses usagers, de tels projets de recherche en sciences sociales ouvrent inévitablement sur des débats relatifs aux changements à envisager ainsi que sur les responsabilités et les marges de manœuvre des uns et des autres. Lorsque le travail d'un chercheur contribue à enrichir et à approfondir les problématiques et les modèles d'analyse, ce n'est pas simplement la connaissance d'un objet précis qui progresse, c'est, plus profondément, le champ du concevable qui se modifie. En quelques décennies, les chercheurs en sciences sociales ont considérablement modifié la manière d'étudier de nombreuses questions comme la réussite ou l'échec scolaire.
Sans doute très peu de recherches sociologiques qui s'y rapportent ont-elles eu d'impact direct et visible sur ce qui se passait dans les écoles. Mais ce travail n'en a pas moins largement contribué à enrichir les débats actuels sur l'école et à modifier profondément la vision que les responsables et les enseignants avaient auparavant du problème et de leurs propres fonctions, par voie de conséquence, à transformer, directement ou indirectement, les cadres institutionnels et leurs propres pratiques. Dès lors, si un travail de recherche a quelquefois un impact sur la société et les pratiques sociales, c'est le plus souvent comme composante, avec d'autres, d'un processus collectif complexe. Dans un tel processus, il est difficile de prétendre que la recherche serait directement utile, mais on ne peut pas dire non plus que les chercheurs restent dans leur tour d'ivoire. Le qualificatif qui conviendrait sans doute le mieux à ce type de recherche en sciences sociales, et sans doute à la plus grande partie des recherches en sciences humaines et sociales, serait ni utile ni appliqué, mais impliqué, selon la formule de J. Comaille et F. Thibault, Deyer, des sciences dans la science, Alliance Athéna, 2014. 5. Le rapport de recherche et le stockage des données. Au terme de la conclusion, viendra le moment de songer à en présenter les résultats dans un rapport écrit. La forme prise par cette présentation, monographie, ouvrage, article dans une revue ou dans un ouvrage collectif, variera selon qu'il s'agit d'un travail de fin d'études ou d'un mémoire d'étudiant, d'une dissertation doctorale ou d'une recherche sur commande, ou effectuée dans le cadre d'un programme scientifique national ou international. Que l'ambition soit élevée ou modeste, le plan standard d'une communication écrite comportera normalement les points suivants: la question de recherche, soit la question de départ, qui aura, le plus souvent, été retravaillée et reformulée au terme de la phase exploratoire, accompagnée de la synthèse de la revue de la littérature à son propos, la problématique, les principales caractéristiques du modèle d'analyse, en particulier les hypothèses de recherche. Le champ d'observation, les méthodes mises en œuvre et les observations effectuées, la comparaison des résultats attendus par hypothèse et des résultats observés, ainsi que la manière dont ces écarts ont été interprétés, les conclusions de la recherche. Dans certains cas se posera la question du stockage des données recueillies et de leur analyse, données et tableaux statistiques, retranscription d'entretien, compte-rendu d'observation directe. Les questions qui se posent ici et qui doivent impérativement être anticipées sont celles de la protection des sources, de l'anonymat des répondants, de la sécurité du système de stockage et des règles à respecter pour leur utilisation ultérieure éventuelle, par exemple pour des analyses secondaires. Voir le point 5.6, le recueil des données existantes, données secondaires et données documentaires, dans le panorama des méthodes d'observation.